Pour cette dernière partie théorique, nous allons voir la géostatistique. Rappelez-vous, dans les tutoriels précédents, nous avons dit que nous allons utiliser la méthode géostatistique pour pouvoir estimer nos différents gisements. Comment donc faire l'étude géostatistique? Cette présentation va être exposée sur 4 parties. Nous allons avoir la généralité sur la géostatistique, après les variables régionalisées, après la modélisation du variogramme et la dernière partie va concerner le grillage. Généralité sur la géostatistique. Donc la géostatistique, c'est l'étude des variables numériques réparties dans l'espace, encore la méthode de traitement statistique des données localisées. La géostatistique regroupe un ensemble de méthodes mathématiques qui permettent à partir des données géoréférencées, latitude, longitude et l'altitude, de comprendre les phénomènes et de les représenter spatialement. L'analyse des données à partir de laquelle sont réalisés les phénomènes permet notamment leur interpolation, c'est-à-dire la prédiction d'une variable à un point non mesuré. Elle permet également de fournir un niveau d'incertitude de l'interpolation au niveau local. Donc la géostatistique étude des variables physiques régionalisées, c'est-à-dire qui varient selon la position dans l'espace et dans le temps. C'est le cas d'une piézomètre, donc les côtes piézométriques. Nous avons l'étude des concentrations, les flux par exemple, les profondeurs, l'épaisseur des couches géologiques. Nous pouvons avoir aussi la géostatistique comme l'application des phénomènes naturels. Donc la géostatistique peut s'appliquer à toutes les sciences de la nature et plus généralement à n'importe quelle discipline manipulant les données localisées dans l'espace et nécessitant des modèles décrivant la dépendance spatiale entre ces données. Donc la géostatistique, c'est juste l'étude des variables localisées. La géostatistique a pour objectif d'établir des cartes des phénomènes naturels qui soient clairs, faciles à comprendre et fiables. Ces principaux objectifs sont l'analyse spatiale, la modélisation spatiale, l'estimation, l'interpolation, l'analyse de la variabilité spatiale, l'optimisation de l'échantillonnage. La géostatistique vise à comprendre, modéliser et prédire les phénomènes spatiaux en utilisant les méthodes statistiques. Donc pour la géostatistique, elle est appliquée pour plusieurs domaines dont la géologie ou bien les géosciences, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, l'écologie, foresterie, la géotechnique, l'hydrologie, la gestion, la géophysique, l'exploration minière. Donc ces domaines ne sont pas exhaustifs, mais illustrent la diversité de l'application de la géostatistique. Donc la géostatistique utilise aussi plusieurs méthodes pour pouvoir interpréter ou bien traiter les données. Donc, ce que nous allons voir dans notre cas, ça serait le variogramme avec l'estimateur grillage et les simulations conditionnelles. Donc, ces 3 méthodes seront abordées dans cette formation. La variable régionalisée. Qu'est-ce qu'une variable? Nous allons voir la partie variable régionalisée. Donc, nous rappelons que c'est une partie théorique, donc c'est pour ça que nous allons ramasser plus vite pour pouvoir avancer. Et donc, au niveau de la formation pratique, nous allons expliquer cette méthode géostatistique. Donc, une variable aléatoire est une fonction dont les résultats possibles sont connus, mais dont le résultat final ne peut pas être déterminé a priori avant d'effectuer la mesure ou l'expérience. Donc, pour une variable localisée, c'est-à-dire que nous avons donc plusieurs variables. Nous avons une variable aléatoire. Donc, on connaît le résultat possible, mais le résultat final, on ne peut pas déterminer le résultat final. Je prends un exemple. Un exemple, si j'ai un dé ou bien un cube, bon, ça dépend des jargons. On peut l'appeler dé ou bien un cube où nous avons 6 faces. Donc un cube, nous avons 6 faces, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Donc parmi ces 6 faces, nous savons, lorsque nous allons lancer le cube, nous allons avoir loin des faces. Donc
nous serons en face de l'un des faces. Mais on ne peut pas connaître la face à laquelle nous serons sans avoir exécuté l'action ou bien sans avoir lancé le cube. Donc c'est un peu ça la variable aléatoire. Donc une variable aléatoire ici est une fonction de l'ensemble fondamental. Est une fonction, donc c'est une fonction dont nous avons écrit la variable ici qui tire vers R. Mais on distingue deux types de variables aléatoires. Nous avons la variable aléatoire discrète et la variable aléatoire continue. La variable aléatoire est dite discrète si elle ne prend que des valeurs discontinues dans un intervalle donné, donc qu'elle soit bornée ou non bornée. L'ensemble des nombres entiers est discret. Donc quand je prends l'ensemble des nombres entiers, ce sont des nombres discrets. En règle générale, toutes variables qui résultent d'un dénombrement ou d'une numérisation sont de type discret. Donc le nombre, etc. Donc tout ce qui est comptable, ce sont des variables aléatoires discrètes. Les variables aléatoires dites continues, excusez-moi, les variables aléatoires dites continues, elle est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné, donc borné ou non borné. Donc lorsque la variable peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné, là on va parler de variables dites continues. En règle générale, toutes variables qui résultent d'une mesure sont de type continu. Donc l'exemple, la variation du nitrate dans une nappe phréatique, par exemple, la concentration d'un polluant dans le sol. On peut voir d'autres éléments comme la loi de probabilité. Si l'on ne connaît pas la valeur que prendra le résultat final, c'est-à-dire la variable aléatoire, on peut connaître parfois la probabilité qu'une variable aléatoire prenne chacun des résultats possibles. Donc, on ne connaît pas le résultat final, mais on peut connaître la chance ou bien la probabilité que le nombre là soit sorti. Donc, c'est ce phénomène que nous traduisons par la loi de probabilité. Donc en géostatistique, la plupart des variables utilisées sont issues des phénomènes naturels. Elles sont considérées comme variables quantitatives discrètes. Donc on a la loi de probabilité et la formule qui est là. La fonction de répartition. Donc la fonction de répartition correspond à la distribution des probabilités cumulées d'une variable aléatoire. Donc nous avons commencé par la variable aléatoire. Nous avons dit que la variable aléatoire, c'est une variable dont on connaît les résultats possibles, mais le résultat final, on ne le connaît pas. Maintenant, la manière dont la chance ou bien la probabilité qu'un résultat soit sorti est régidée par la loi de probabilité. Maintenant, la fonction de répartition, c'est quoi? C'est la distribution de cette probabilité pour chaque valeur aléatoire. Pour chaque valeur aléatoire. Donc, voici donc la formule. Après, nous allons voir l'espérance mathématique. L'espérance mathématique constitue le moment premier du premier ordre. Donc, dans le logiciel, nous allons voir ces différentes valeurs pour l'espérance mathématique du premier ordre ou bien le moment du premier ordre, bien le moment du second ordre. Donc, soit x la variable aléatoire discrète, donc on donne la formule. Donc, je suis en train de passer très rapidement sur la formule, puisque chacun peut faire la recherche dessus au niveau de la géostatistique. Donc, l'espérance mathématique, c'est la valeur probable de la variable aléatoire. Donc, la valeur qui est probable pour une valeur aléatoire, c'est ça que nous allons appeler l'espérance mathématique. La variable régionalisée. Donc, une variable est dite régionalisée lorsque les valeurs qu'elle prend dépendent de sa position dans l'espace. Rappelez-vous, nous avons dit que la géostatistique, c'est l'étude des variables localisées. Maintenant, lorsque la variable régionalise et lorsque la variable prend des valeurs qui dépendent fortement de la position, de sa position dans l'espace, nous allons parler de la variable régionalisée. La géostatistique est l'application de la théorie
des variables régionalisées à un phénomène qui se déploie dans l'espace. Et donc, c'est ça le fondamental de la géostatistique. Donc, la variable régionalisée aussi peut avoir deux aspects. Donc, l'aspect aléatoire ou bien l'aspect structuré. Donc, ça peut être une chance aléatoire ou bien ça peut être structuré. Ou bien elle est régie par une règle bien déterminée. Une variable régionalisée a pour objectif sur le plan théorique d'imprimer ses caractéristiques structurales sur une forme mathématique adéquate et sur le plan pratique résoudre le problème d'estimation d'une variable aléatoire à partir d'un échantillonnage fragmentaire. Donc la variance mathématique. Donc, nous connaissons déjà ce que c'est que la variance mathématique. Elle correspond au moment du second ordre. Donc, nous avons vu l'expérience mathématique comme le moment du premier ordre. Le moment du second ordre, c'est la variance mathématique. Donc, c'est un paramètre de dispersion. Donc, en géostatistique, comme nous avons déjà vu, statistique, même en statistique descriptive, nous avons les paramètres de dispersion et les paramètres de position. Les paramètres de position, ça va concerner la moyenne, les médianes, la moyenne, les médianes et certaines quartiles. Maintenant, la variable de dispersion, là, nous avons la variance, les quarts types, etc. Donc, nous avons la formule de la variance. Donc, pour terminer, nous allons voir le principe de la spécialisation déterministe. Donc, le principe de la spécialisation déterministe, comme souligné précédemment, la spécialisation, c'est une estimation d'une valeur d'une variable située en un point à partir des valeurs connues prises en un autre point dans le même espace géographique. Donc, ici, on a le principe de spatialisation qui est représenté par la formule ci. Donc, cette formule, ce qui nous intéresse le plus, c'est le poids attribué au phénomène ZI pour leur estimation. Donc, la méthode déterministe se distingue donc par la manière dont ce poids, donc le poids dont je viens de dire, est déterminé. Généralement, elle est déterminée à partir des distances entre IJ. Modélisation du variogramme. Donc, un aspect important de toute évaluation géostatistique est de comprendre comment les valeurs des données changent en fonction de la distance et en fonction de la direction. Un variogramme est un outil graphique qui peut être utilisé pour décrire ces concepts. Si deux variables aléatoires Zis et Zis plus H mesurées en 2 points par exemple, nous avons le point Zx, nous avons le point Zis et nous avons le point Zis plus H. Donc, entre le phénomène qui se trouve entre Zis et Zis plus H, c'est à ça qui rime la méthode géostatistique. Nous devons déterminer ce qui est entre ces deux variables. Donc, le poids a affecté à chaque phénomène pour pouvoir déterminer cette variable qui existe entre Zis plus et Zis plus H. Donc, et la somme de H, de Zis à Zis plus H, donc cet intervalle correspond à notre H. Donc, la variabilité entre ces deux points se caractérise par la fonction notée de YXH appelée variogramme. Donc, on a la formule du variogramme. Comme je l'ai dit, au niveau du logiciel, nous n'allons pas s'attarder sur les formules puisque tout est généré automatiquement. Donc, c'est à l'apprenant, bien à l'étudiant d'aller chercher un peu la signification, bien l'utilisation théorique de ces différentes formules que nous avons présentées dans cette présentation. Donc, la fonction variogramme théorique est définie comme l'espérance quadratique de la variable aléatoire. Donc, en général, le variogramme ou bien semi-variogramme, on parle de semi-variogramme lorsque nous n'avons pas le 2 ici. Lorsque nous n'avons pas le 2, nous allons parler du semi-variogramme. C'est une fonction à la fois du point X et du vecteur H.
Mais l'estimation de ce variogramme nécessite plusieurs réalisations. Or, en pratique, on ne dispose qu'une seule réalisation, soit un couple de Zx et de Zx plus h, deux mesures effectuées au point x et x plus h. Donc pour ça, l'hypothèse intrinsèque, vu la difficulté précédente admise dans l'introduction de l'hypothèse intrinsèque, est la suivante. Donc la difficulté dont on parle est que les chances de réalisation, par exemple, lorsque j'ai des mesures en un point x et je veux prédire les mesures en un point x plus h, cette expérience ne va que réaliser qu'une seule fois. Donc c'est une difficulté parce qu'on ne peut pas réaliser cette expérience plusieurs fois. Le variogramme ne dépend que du vecteur h dans ce cas. Donc le variogramme ne dépend que du vecteur h en module et en direction et non du point x. Donc ça dépend du point h. En admettant cette hypothèse, le semi-variogramme expérimental serait estimé par la formule suivante. Donc on a la formule du semi-variogramme. C'est le nombre de couples Zx plus h séparés par une distance h, une direction θ au point x et x plus h. Voici donc un modèle de variogramme. Donc nous avons le modèle de variogramme, le variogramme expérimental et le modèle ajusté. Maintenant, regardez, les points ici représentent le modèle ajusté. Donc le modèle ajusté. Et maintenant, ce qui est en bleu représente la ligne en bleu représente donc le modèle expérimental. Ici, nous avons la variance, ça peut être le variogramme ou bien le covariance. Et ici, nous avons la distance. Donc, cet variogramme expérimental est composé de plusieurs éléments. Nous avons le palier. Le palier est la partie où la courbe là ne varie plus, donc ça plancher. Après, nous avons ici la portée. Et dans cette petite partie-là, nous avons des pépites, effet pépite. L'effet pépite se manifeste là. Donc, voici donc un schéma de variogramme classique. Donc, une vue d'ensemble sur ce variogramme. Là, j'ai le variogramme expérimental qui est enturé en gras. Et maintenant, la ligne moins épaisse, c'est lui qui représente le variogramme expérimental, ce que nous avons expérimenté. Et maintenant, ici, nous avons le variogramme théorique, donc ce qui est théorique. Théoriquement, ce que nous avons, c'est ce qui est en gras. Maintenant, expérimentalement, ce que nous avons ici, c'est les variations par rapport à ça. De même, le semi-variogramme que nous avons ici, donc nous avons la semi-variance. Ici, nous avons la distance, donc c'est la distance en fonction de la variance. Pour un variogramme, la courbe variographique, c'est la distance en fonction de la variance. Donc ici, j'ai la variation. J'ai d'abord en rouge le modèle semi-théorique, c'est-à-dire le modèle théorique. Maintenant, après expérimentation, ce qui est en bleu, c'est le modèle normal que nous avons. Donc, dans le logiciel, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir, dans le logiciel, nous allons avoir à générer, nous allons générer le variogramme qui est en bleu. Et maintenant, nous allons comparer ça au variogramme théorique. Donc, nous avons plusieurs modèles de variogramme. D'abord, on va voir les caractéristiques. Le seuil, c'est la valeur limite pour laquelle les grandes valeurs de h, donc c'est la plus grande valeur de h. Si le seuil d'un variogramme est infini, alors le processus est infini. Dans le cas contraire, on s'intéresse à la portée. Donc, si le seuil est infini, alors le processus est infini. Alors, on va s'intéresser à la portée. La portée ou le range, on va voir ça dans le logiciel, c'est range, étant donné que c'est le logiciel qui est en anglais. Donc, la distance au-delà de laquelle deux observations ne se ressemblent plus du tout en moyenne
elles ne sont plus liées. Donc, à partir d'une valeur donnée, nous allons voir que nos deux données ne se ressemblent plus. Il n'y a plus de liaison entre ces deux données. Là, on va parler de la portée. Donc, lorsque nous allons prendre notre variogramme expérimental, nous allons avoir la portée ici. Donc, cette valeur est autour de 100 quelque chose. Donc, à partir de cette valeur, nos données donc, ne sont plus liées. Elles ne sont plus liées entre elles. Après la portée, le palier. Écart le plus grand en moyenne entre deux variables aléatoires. Dans ce cas, le variogramme peut également croître infiniment. Donc, c'est l'effet de dérive. Donc, lorsqu'on a un palier, j'avais déjà présenté le palier, oscille, donc nous allons voir que les données seront paliers. Ça aura un plancher, donc la plus grande valeur. Mais lorsque nous n'avons pas de palier, nous allons avoir donc l'effet dérive. L'effet de dérive. Donc, l'effet de pépite ou le nugget, la variation est très courte à très courte échelle. Donc, on a la variation à très courte échelle, l'erreur de localisation, erreur d'analyse et erreur de précision ou erreur analytique. Donc, ici, l'effet pépite me permet de générer les erreurs liées à mon estimation. Donc, l'estimation variographique. Là, nous allons présenter l'effet pépite sur notre variogramme. Oui, on peut le présenter ici aussi. Donc, voici donc l'effet pépite, c'est entre cette dureté jusqu'en bas, jusqu'au graphe. Donc, ici, j'ai donc l'effet pépite. Donc, je peux le manifester ici. Donc, l'effet pépite est là. Donc, pour un variogramme classique, j'ai donc le palier, j'ai le seuil, j'ai la portée. J'ai la portée ici, cette distance par rapport à la projection. Et maintenant, j'ai aussi l'effet pépite. Ce sont donc ces valeurs que nous allons essayer de générer à partir des données que nous aurons dans notre logiciel. L'ajustement du variogramme. Donc, une fois le variogramme expérimental est calculé, il faut alors déterminer un modèle mathématique qui lui correspond et qui doit être optionnel et simple à l'emploi. C'est l'ajustement du variogramme expérimental. On distingue les schémas théoriques courants. Là, on aurait donc le schéma à palier, c'est-à-dire le schéma sphérique, le schéma exponentiel, le comportement parabolique à l'origine, le schéma gaussien. Donc, les schémas sans palier sont les schémas en puissance, les schémas logarithmiques, les schémas à effet de trou. Donc, on va voir tous ces différents schémas. Plutôt, au niveau du logiciel, on va toujours parler des schémas sphériques, des schémas exponentiels, etc. Voici donc les différents schémas. Nous allons voir par exemple le schéma linéaire là qui va directement, il est sans palier. Donc, c'est sans palier. On a les autres qui ont des paliers. Donc, quels sont les paramètres du variogramme expérimental? La création du variogramme expérimental nécessite certains paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée que nous allons essayer de voir. Donc, dans notre logiciel, nous allons voir au niveau de log, par exemple, la répétition, c'est-à-dire l'intervalle, ou bien, comment on peut dire ça, l'itération. On peut dire itération. Donc, l'intervalle, les différents intervalles, c'est le log. Donc, pour nous, nous allons prendre le 20. Je pense la valeur du log, ça serait 20. Maintenant, la distance maximale, ça serait 400 dans notre cas. Donc, nous allons voir ça plus tard dans le logiciel. Donc, d'autres paramètres seront abordés, dont l'azimut, donc la direction. L'azimut, c'est l'angle entre la direction d'un objet et le nord géographique dans le plan horizontal à partir des coordonnées géographiques. Donc ici, on a ces différents paramètres. Non, je vais ressortir dedans.
Donc, ces différents paramètres que nous allons entrer. Donc, nous allons rentrer d'abord l'azimut. Nous allons voir l'azimut et les autres éléments. Donc, l'azimut, c'est l'angle entre la direction d'un objet et le nord géographique dans le plan horizontal à partir des données géographiques. Nous avons le plonge. Donc, le plonge, déplacement angulaire de l'axe du cône ou du cylindre par rapport à l'horizontale et à une valeur de moins 90 à 90 degrés. Nous avons le speed ou bien la tolérance. La tolérance, c'est le déplacement angulaire du bord. Le déplacement angulaire du bord du cône par rapport à son axe et à une de 0 à 90 degrés. Donc ici, nous pouvons voir aussi la tolérance. On a l'azimut, on a aussi la tolérance. Voici donc ces paramètres d'entrée que nous allons essayer de voir au niveau de logiciel. Donc le lag, j'avais déjà dit, c'est la différence entre la valeur de deux échantillons séparés par une distance donnée. Donc l'intervalle ici, la valeur entre deux échantillons séparés. Donc nos valeurs, nous avons les séparées par 20 mètres. Donc l'échantillon, la distance maximale de recherche. Donc elle représente la distance au-delà de laquelle il n'y a plus de paire d'échantillons. Après plusieurs scénarios, la distance maximale de recherche est de 40. On a le speed limit ou les bandwidth, c'est le déplacement angulaire du bord du cône de son axe où la fenêtre de recherche deviendra cylindrique. De toutes les façons, ça constitue toujours une partie théorique. Lorsqu'on va rentrer dans le logiciel, nous allons voir ces différents éléments. La covariance. Le covariance est la fonction covariance, ou bien c'est covariogramme, excusez-moi. Le covariogramme est la fonction covariogramme de la variable régionalisée. Là aussi, il existe des modèles avec et des modèles sans effet de pépite. La fonction de la covariance est bornée et ne cède pas la variance. Elle s'éteint lorsque la portée vraie est atteinte. L'existence du covariogramme implique l'existence du variogramme. L'implication inverse n'est vraie que si le variogramme est borné. Il se peut donc que le variogramme d'une fonction ne soit pas défini. Par conséquent, le variogramme est d'ailleurs plus facile à estimer. Et des caractéristiques de continuité. Généralement, le variogramme croît avec le module H en fixant une direction θ et en partant de l'origine H égale à 0. Cette croissance caractérise le degré de continuité de la variable étudiée. La stabilisation du variogramme est marquée au-delà d'une certaine valeur de H notée A appelée portée du variogramme. Lorsque H égale à 0, lorsque H égale à A, le graphe de variogramme reste inchangé et ne dépend plus de l'interdistance entre les valeurs. Les mesures ne sont plus corrélées. Donc, c'est juste le principe qu'on avait déjà présenté plus haut. Donc, la portée marque la zone d'influence et non-influence de l'échantillon ou d'un sondage. Cette portée n'est forcément pas la même dans toutes les directions de l'espace. L'anisotropie. Nous allons voir dans le logiciel lorsque nous allons générer un diagramme d'anisotropie. On parle de phénomène d'isotropie d'abord lorsque les variogrammes présentant les mêmes allures de palier et de portée et de l'effet pépite. Lorsqu'on a les mêmes allures de portée, de palier et de l'effet pépite, nous allons parler d'isotropie. Nous allons parler d'anisotropie quand la variabilité spatiale n'est plus la même dans toutes les directions, c'est-à-dire lorsqu'il y a des directions privilégiées vis-à-vis du phénomène étudié. Donc, lorsque nous allons voir dans notre logiciel, lorsque nous allons observer la direction de la variabilité spatiale,
Lorsque cette variation est dans une même direction, donc dans une même direction ou bien une direction privilégiée, on va parler d'anisotropie. Le calcul de l'anisotropie nécessite la construction de deux variogrammes directionnels modélisés. Le premier est construit dans la direction principale de l'anisotropie, le second dans la direction perpendiculaire à la première. Donc, vous allez voir, lorsque nous allons générer le modèle variographique dans le logiciel SORPAC, ce qui va nous intéresser, c'est l'anisotropie. Donc, au niveau de l'anisotropie, nous allons construire deux variogrammes. Donc, le premier, nous allons essayer de définir les angles de chaque variogramme. Pour le premier, nous allons construire la direction principale. Maintenant, pour le second, nous allons croiser ça perpendiculairement au premier. Donc, nous allons avoir deux éléments ou bien deux angles différents de la variabilité de notre gisement. Bon, dans notre cas, c'est le gisement, c'est pour ça que je parle de gisement. Donc, le rapport entre les valeurs des deux portées relatives aux deux variogrammes directionnels donne la valeur de l'anisotropie. Donc, une fois l'anisotropie effectuée, c'est-à-dire nous avons le variogramme, dans le logiciel, nous allons parler de la validation du variogramme. On va valider le variogramme que nous allons générer et après nous allons passer à la partie crigeage. Donc, le crigeage, c'est un estimateur ou une méthode d'interpolation applicable aux données spatiales ponctuelles. Le crigeage consiste à estimer la teneur ponctuelle d'une variable étudiée en des sites non échantillonnés à partir des points échantillonnés dans un domaine. Donc, la théorie de Krige est développée par Materon dans les années 1960 à partir des travaux d'ingénieurs miniers sud-africains D.G. Krige. Donc, Krige a développé plusieurs séries de méthodes statistiques empiriques dans le but de déterminer la distribution de minerais à partir d'un ensemble de forages. Donc, Materon nomme la méthode crigeage, donc en hommage au chercheur Krige. Les différents types de crigeage que nous allons crigeage simple, les crigeages ordinaires, le crigeage bloc, les crigeages disjonctifs, les crigeages indicatrices, les co-crigeages. Dans les formes fréquemment utilisées pour l'estimation sont les crigeages simples et les crigeages ordinaires. Donc, dans le logiciel, on va voir que les deux types de crigeages, les crigeages simples et les crigeages ordinaires, et nous allons utiliser le crigeage simple pour faire la modélisation de l'estimation minière. Le crigeage linéaire. Donc, le crigeage linéaire est la forme la plus simple des techniques d'estimation. Si Y, par exemple, est un estimateur d'une propriété Y étoile de Y, en un point quelconque de l'espace géographique, et Y est l'observation effective de cette propriété, l'estimation Y étoile de X0 est un point X0 par le crigeage linéaire. Donc, elle est donnée par la formule suivante. Le crigeage linéaire est par le crigeage linéaire, sur tous les crigeages, nous avons une formule mathématique accompagnée. Comme nous avons vu précédemment, toutes les formules mathématiques seront peut-être développées dans la partie pratique de cette formation. Donc, pour résoudre cette équation, il est indispensable de calculer le poids. Donc, nous avons dit que les méthodes d'interpolation ont fait un poids à nos phénomènes. Donc, l'objectif principal, c'est de déterminer le poids à affecter à chaque observation. Les conditions d'optimisation. Donc, on a plusieurs conditions d'optimisation. Étant donné qu'on n'a pas vu les calculs, c'est plus difficile de montrer, d'expliquer les formules. Donc, mais nous allons essayer de faire des calculs simples lors de la formation. Donc, la première condition, c'est le non-biais. Il ne faut pas qu'il y ait de biais. Deuxième condition, c'est la variance de l'estimation qui doit être minimale. Donc, la variance de l'estimation doit être minimale. Le crigeage fournit un indicateur de précision de l'estimation à travers la variance d'estimation. Donc, lorsque nous allons voir l'équation 1, 2, 3, sont résolues en agissant une fonction autorisée au variogramme expérimental.
Donc les propriétés du grillage, linéaire, donc les propriétés du grillage, elle est linéaire sans biais à variance minimale par construction. L'interpolation exacte, ce sont les interpolations exactes, elle tient compte de la taille du champ à estimer et la position des points entre eux. Elle tient compte de la continuité spatiale du phénomène à étudier, l'effet de lissage. Donc, on a ces différentes estimations par grillage que nous avons déjà citées. On va essayer de voir chaque type de grillage, en quoi consiste la méthode. Il est considéré, le grillage ordinaire d'abord, il est considéré comme une simple extension du grillage ordinaire. Au lieu de faire une estimation en un point, l'estimation porte sur la valeur moyenne d'une propriété sur une surface. Donc, cette technique est utilisée pour obtenir des cartes plus lissées ou pour estimer des stocks. Le grillage disjonctif. Le grillage disjonctif, il permet d'estimer un point à l'aide d'une fonction générale. Elle est utilisée généralement pour cartographier les polluants. Cette technique permet de tracer des cartes de probabilité qui ne dépassent pas un seuil donné. Le co-grillage, donc c'est une technique de grillage utilisée pour deux variables lorsqu'il y a corrélation entre eux. Donc la forme prédictive. Le grillage est une méthode de prédiction qui prend en compte les informations fournies par le variogramme. L'étude du variogramme précède donc à l'estimation par les techniques de grillage. La précision de l'estimation connue. Le calcul du poids affecté à un point observé ne dépend pas du tout de la valeur de la variable étudiée en ce point. Il dépend uniquement de la structure spatiale de la variable révélée par le variogramme, de la distance géographique du point observé au point estimé. Donc voici donc la partie géostatistique qui est sommairement parcourue. Merci pour votre attention. Nous allons passer à la partie pratique.